Le reflet dans le miroir en cristal de Murano ne mentait pas. Gérard Dubois ajusta sa cravate en soie noire, de doigts tremblants, remarquant les taches de vieillesse sur ses mains. 80 ans pesaient sur ses épaules comme un invisible manteau de solitude. Ses yeux bleus, jadis perçants comme des saphirs, ressemblaient maintenant à deux mares troubles à la dérive dans une mer de rides qui racontaient des histoires de contrats conclus, mais aussi de sourires jamais partagés. L'écho de ses pas résonnait dans les couloirs vides de la Villa des Roses. 3 étages de marbre italien, 16 chambres et pas une seule âme vivante en dehors du personnel qui se déplaçait comme des fantômes silencieux, formés pour rester invisibles. Les murs, ornés de toiles de maître, semblaient l'observer avec la même froideur qu'il avait toujours montrée à la vie. Dans sa bibliothèque privée du 2e étage, une collection de premières éditions prenait la poussière, des livres qu'il avait achetés pour impressionner, mais qu'il n'avait jamais trouvé le temps de lire. La cheminée en marbre de Carrare, froide depuis des semaines, ne contenait que les cendres de moments qui auraient pu être chaleureux, mais qui furent sacrifiés au profit d'appels en conférences et de réunions de dernière minute. Dans son bureau, les toits de Paris et la tour Montparnasse scintillaient à travers la baie vitrée panoramique. Son empire, le groupe Dubois, occupait 10 étages de ce mastodonte d'acier et de verre. Gérard laissa son regard errer sur la série de photographies encadrées sur son bureau en acajou. La signature de son premier contrat d'1 million de francs en 1975, la poignée de main qui scella la fusion du siècle en 1989, la couverture de Challenge de 1995, le proclamant le roi Midas de la haute couture parisienne. « Plus de café, monsieur Dubois ?» La voix de Marie, sa gouvernante depuis 30 ans, le tira de ses souvenirs. Il hocha la tête, gardant les yeux fixés sur la ville, qui s'étendait au-delà du verre blindé. Paris ne dormait jamais, mais lui si. Il dormait seul depuis des décennies, dans un lit king-size qui semblait s'agrandir chaque nuit, l'avalant dans un océan de draps en coton égyptien, 1000 fils. « Tu le regretteras un jour, mon fils », la voix de sa mère résonnait du passé. « L'argent ne te tiendra pas chaud la nuit. » L'arôme d'un café d'Éthiopie rare emplit l'air, mais ne parvint pas à masquer le goût amer de ses souvenirs. Gérard ferma les yeux, revivant le dîner de Noël de 1982. Hélène, sa fiancée de l'époque, lui rendant la bague en diamant après qu'il eut annulé leur lune de miel pour conclure un marché à Shanghai. « Tes bilans financiers ne te tiendront pas la main à l'hôpital », furent ses derniers mots avant de disparaître par la porte d'entrée, emportant avec elle la dernière chance de Gérard de construire une famille. Sur le mur opposé à son bureau, un écran numérique affichait les cours de la bourse en temps réel. Des chiffres verts et rouges dansaient dans une chorégraphie hypnotique qui avait été sa seule compagne constante pendant des décennies. À côté, un panneau à cristaux liquides indiquait l'heure dans 3 fuseaux horaires différents. Paris, Londres, Tokyo, des villes où il possédait des bureaux, mais n'avait jamais eu le temps de voir au-delà des salles de conseil. La vacheron Constantin à son poignet indiquait 19h45. Comme tous les soirs depuis 30 ans, son chef personnel servirait le dîner à 20 heures précises, saumon le mercredi, vin de Bordeaux importé, argenterie cliquetant contre de la porcelaine de Limoges sur une table en acajou pour 20 personnes. 20 chaises vides qui semblaient se moquer de sa solitude. Une goutte de café tomba de la tasse, tachant le rapport financier sous ses mains. Gérard cligna des yeux, surpris par le tremblement de ses propres doigts. À quand remontait la dernière fois qu'il avait mangé une pizza, la dernière fois qu'il avait ri jusqu'à en avoir mal au ventre, la dernière fois qu'il avait senti le soleil sur son visage sans se précipiter à une réunion, la dernière fois qu'il avait serré quelqu'un dans ses bras pour autre chose que sceller un contrat. Dans le coin le plus éloigné du bureau, une étagère en acajou contenait ses trophées. Entrepreneur de l'année, plaques commémoratives, certificats encadrés, et, presque caché parmi tout ce bronze et cet or, une photo retournée, la seule de son enfance. Lui et son père, pêchant sur le lac d'Annecy, tous deux souriants en tenant de minuscules poissons.
La taille du poisson n'a pas d'importance, Gégé, disait son père, sentant la crème solaire et la bière bon marché. Ce qui compte, c'est l'histoire que tu raconteras après. Quelles histoires avait-il à raconter? Les fusions et acquisitions ne font pas de bonnes histoires pour s'endormir. Les dividendes ne provoquent pas de rire sincère. Les actions en bourse ne réchauffent pas le cœur les froides nuits d'hiver. Gérard se leva brusquement, surprenant Marie qui entrait avec plus de café. La tasse trembla sur le plateau d'argent, renversant quelques gouttes sur le tapis persan. « Annulez mes rendez-vous pour demain, » ordonna-t-il, sa voix rouillée par tant de silence. « Tous, monsieur? Mais la réunion du conseil ?» Tous, Gérard desserra sa cravate, se sentant étouffé sous le poids de décennies de mauvais choix. « Et apportez-moi des vêtements décontractés, les plus simples que vous puissiez trouver. »« Des vêtements décontractés ?» répéta Marie, perplexe, comme s'il avait demandé une combinaison d'astronaute. Gérard se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui pulsaient comme des milliers de cœurs, son empire de béton et de chiffres, construit sur les décombres de dîners manqués, d'anniversaires oubliés et d'étreintes jamais données. Là-bas, les gens rentraient chez eux, dans leurs familles, dans des vies qui comptaient plus que n'importe quel compte en banque. « Oui, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Marie. « Il est temps d'aller pêcher quelques petits poissons. » Ses doigts touchèrent la vitre froide de la fenêtre, laissant une marque qui s'effacerait bientôt, tout comme toutes les traces de son existence s'évanouiraient un jour. Que resterait-il, à part un nom en lettres d'or au sommet d'un gratte-ciel? Quel héritage, au-delà des chiffres, sur un relevé bancaire? Pour la première fois depuis des décennies, un sourire sincère étira ses lèvres. Le milliardaire le plus seul de Paris était sur le point de briser sa propre routine, et cette pensée le terrifiait et l'excitait à la fois. Peut-être y avait-il encore le temps de pêcher quelques moments de bonheur dans l'océan de la vie, même s'ils étaient aussi petits que ces poissons du lac d'Annecy. Qui aurait cru que la libération pouvait commencer par quelque chose d'aussi simple que l'annulation d'une réunion du conseil? Gérard prit le cadre photo retourné et le redressa. Le sourire de son père, figé dans le temps, semblait approuver sa décision. Demain serait un jour différent. Demain, il pêcherait ses propres histoires. Paris était différent au niveau du sol. Gérard marchait le long du boulevard Saint-Germain, vêtu d'un jean et d'un pull gris que Marie avait trouvé enfoui dans son placard. Pas de chauffeur, pas de Mercedes blindée, pas de vitres teintées pour le protéger. L'air vif de l'automne lui piquait le visage, apportant avec lui l'odeur des marrons chauds et des crêpes des rues. Des cadres se précipitaient d'un immeuble à l'autre, agrippant leur smartphone comme des bouées de sauvetage numérique. Des touristes s'arrêtaient brusquement pour prendre des photos, provoquant de petites collisions humaines sur les trottoirs bondés. Des vendeurs à la sauvette criaient leurs offres dans un chœur urbain que Gérard n'avait jamais vraiment entendu de l'intérieur de sa voiture. Au coin de la rue Mouffetard, l'arôme de pizza fraîche le frappa comme une vague de souvenirs. Chez Luigi clignotait en néon rouge, une petite pizzeria coincée entre deux boutiques de luxe. Gérard s'arrêta, regardant à travers la vitre embuée les gens qui partageaient des parts et des rires. C'est alors qu'il la vit, assise sur le trottoir, une jeune femme dessinait à la craie de couleur sur les pavés sales. Ses cheveux bruns, emmêlés par le vent, encadraient un visage qui avait connu des jours meilleurs. À côté d'elle, une petite pancarte en carton disait « De l'art pour de la nourriture. Que Dieu vous bénisse. » Le dessin prenait forme sous ses mains habiles, un champ de tournesol sous un ciel étoilé, rappelant Van Gogh. Les gens s'écoulaient autour d'elle, comme l'eau autour d'un rocher dans une rivière, les yeux rivés sur leur téléphone ou sur un horizon lointain. Gérard s'arrêta, hypnotisé par la danse de la craie colorée sur le béton gris. L'artiste, qui ne semblait pas avoir plus de 25 ans, fredonnait doucement en travaillant, comme si le monde autour d'elle n'existait pas. « C'est vraiment magnifique, » dit-il, se surprenant lui-même. Elle leva les yeux, ses prunelles couleur de miel contrastant vivement avec la saleté sur ses joues. « Merci, » répondit-elle avec un sourire sincère. « Aimez-vous Van Gogh ?» La question le prit au dépourvu.
Dans sa villa, suspendue au-dessus de la cheminée, se trouvait un original du peintre hollandais qu'il avait acheté aux enchères, une acquisition de 3 millions d'euros qu'il regardait à peine. « En fait, j'en ai un chez moi, » répondit-il, se sentant immédiatement idiot de se vanter. « Oh, bien sûr !» rit-elle en retournant à son dessin. « Et moi, j'ai un Picasso dans mon penthouse. » Gérard sentit ses joues s'empourprer. « Non, vraiment, Ce n'est pas grave, » l'interrompit-elle gentiment. « J'aime juste imaginer que chaque dessin que je fais ici est un original. Ça aide à passer le temps. » Quelque chose dans sa façon de parler, sans amertume ni apitoiement sur son sort, le toucha profondément. L'arôme de la pizzeria attira de nouveau son attention. « Voudriez-vous quelque chose à manger ?» Elle fit une pause dans son dessin, la craie jaune suspendue en l'air. « Vous n'avez pas besoin d'avoir pitié de moi, monsieur. Je ne suis pas sans abri par choix, mais je ne suis pas non plus un cas désespéré. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit vivement Gérard. « C'est juste que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de pizza, et la pizza, c'est meilleur quand on la partage, n'est-ce pas ?» La jeune femme l'étudia un instant, comme si elle essayait de résoudre une énigme particulièrement complexe. « Je suis Camille, » dit-elle finalement. « Gérard, » répondit-il, omettant son célèbre nom de famille. Camille épousseta son jean déchiré et rangea ses craies dans un sac usé. « En fait, » hésita-t-elle, « si vous voulez vraiment aider, pourriez-vous acheter une pizza pour ma grand-mère ?» Gérard cligna des yeux, confus. « Votre grand-mère ?» « Elle est à l'accueil de l'église Saint-Vincent de Paul, dans le 10e arrondissement, » expliqua Camille, ses doigts triturant nerveusement un morceau de craie. « C'est son 65e anniversaire aujourd'hui. Elle a toujours dit que chez Luigi faisait la meilleure pizza de la ville, mais elle n'en a pas mangé depuis des années. » Gérard sentit un étrange pincement au cœur. « Vous êtes en train de me dire que vous préférez donner votre repas à quelqu'un d'autre ?» Camille haussa les épaules, un geste qui contenait plus de dignité que n'importe quelle assemblée d'actionnaires à laquelle Gérard avait assisté. « Certaines choses sont plus importantes que notre propre faim, » dit-elle simplement. Le milliardaire, qui avait tout mais vivait seul, regardait la jeune femme sans abri, qui n'avait rien, mais pensait à faire plaisir à une personne âgée. L'ironie ne lui échappa pas. « Que diriez-vous de ça ?» proposa-t-il, ressentant une sorte d'excitation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Nous achetons 3 pizzas, une pour votre grand-mère, une pour vous et une pour moi, et vous pourrez me raconter comment vous avez appris à dessiner comme ça. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent, brillant de quelque chose entre la surprise et la méfiance. « Pourquoi ?»« Parce que, » répondit Gérard, en pensant à son père et à ces petits poissons du lac d'Annecy. Certaines histoires méritent d'être entendues. Camille sourit, et dans ce sourire, il y avait plus de richesse que dans tous les comptes en banque de Gérard. « Ma grand-mère sera ravie de vous rencontrer, » dit-elle en se levant. « Elle dit toujours que les anges apparaissent dans les endroits les plus improbables. » Gérard déglutit difficilement, pensant à tous les anges qu'il avait lui-même ignorés au fil des ans, protégés par sa bulle de richesse. « Je ne suis pas un ange, » marmonna-t-il. « Non, » acquiesça Camille en marchant avec lui vers la pizzeria. « Vous êtes juste un homme avec un vieux pull qui achète des pizzas pour des inconnus. Parfois, c'est bien mieux que d'être un ange. » La cloche au-dessus de la porte de chez Luigi tinta alors qu'ils entraient, et l'odeur de la pâte fraîche et de la sauce tomate les enveloppa comme une étreinte. Gérard réalisa que, pour la première fois depuis des décennies, il ne pensait pas aux actions, aux réunions ou au bilan financier. Il pensait seulement au nombre de saveurs de pizza qu'une grand-mère de 75 ans pourrait vouloir essayer pour son anniversaire. L'odeur de 3 pizzas chaudes emplit l'air froid de Paris, tandis que Gérard et Camille descendirent le boulevard de Magenta. Il insista pour porter les boîtes, un geste qui fit sourire Camille d'amusement. « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui a l'habitude de porter ses propres affaires, » observa-t-elle. Les piétons pressés s'écoulaient autour d'eux, comme une rivière autour de Pierre, certains jetant des regards curieux sur ce couple improbable. Un homme âgé en vêtements décontractés, mais visiblement chers, marchant aux côtés d'une jeune femme, aux vêtements usés, les mains tachées de craie.
Alors brisa le silence Gérard. Comment une artiste aussi talentueuse finit-elle par dessiner sur les trottoirs? Camille déplaça son sac en lambeaux sur son épaule, les yeux fixés sur l'horizon. « La vie ne suit pas toujours le scénario que nous prévoyons, » dit-elle après un moment. J'étais en 2e année aux Beaux-Arts de Paris avec une bourse complète. Sa voix portait un mélange de fierté et de chagrin. Mais ensuite, ma grand-mère a eu un AVC. Gérard ralentit le pas, sentant le poids de son histoire commencer à se déployer. Marguerite, ma grand-mère, était tout ce qui me restait. Mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 12 ans, et c'est elle qui m'a élevé. Camille donna un coup de pied dans une canette vide sur le trottoir. Son assurance maladie ne couvrait pas tous les frais de rééducation. Les factures n'arrêtèrent pas de s'accumuler. J'ai dû choisir entre l'école et elle. « Et vous l'avez choisie » dit doucement Gérard. « Je la choisis toujours » corrigea Camille, utilisant le présent. Nous avons vendu l'appartement pour payer les frais médicaux. J'ai réussi à trouver un travail dans une galerie d'art, mais le salaire couvrait à peine le loyer de la chambre que nous partagions. Quand la galerie a fermé pendant la pandémie, elle haussa les épaules. « Eh bien, nous voilà. » Gérard sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Combien de Camille avait-il ignoré au fil des ans, protégé par sa forteresse de richesse? Combien d'histoires d'amour et de sacrifices passaient inaperçues dans les rues de sa ville? Et les tournesols, demanda-t-il, faisant référence au dessin sur lequel elle travaillait quand ils se sont rencontrés. Un sourire sincère illumina le visage de Camille. « Marguerite a un livre sur Van Gogh. Il est tout abîmé et il manque des pages, mais elle le chérit. Les jours où elle va mal, quand la kinésithérapie est plus difficile, je lui lis des passages sur les couleurs que Van Gogh voyait dans le monde, sur la façon dont il a transformé la douleur en beauté. » Ils s'arrêtèrent à un feu rouge, et Gérard observa Camille du coin de l'œil. Il y avait une dignité dans sa posture que l'adversité n'avait pas réussi à briser. « Vous savez ce qui est drôle ?» continua-t-elle, ses doigts jouant avec un morceau de craie dans la poche de sa veste. « Certaines personnes me regardent avec pitié quand je dessine sur le trottoir, mais je ne me suis jamais senti plus artiste que maintenant. Van Gogh peignait pour nourrir l'âme. Je dessine pour nourrir ma grand-mère. Au final, c'est tout de l'art, n'est-ce pas ?» Gérard pensa au Van Gogh original dans sa villa, acheté comme un investissement et négligé comme un simple décor. « Comment ? Où dormez-vous ? » ?»« À l'accueil de l'église Saint-Vincent de Paul, » dit Camille, devinant sa question. « Ce n'est pas l'idéal, mais c'est sûr, et sœur Agnès me laisse donner des cours de dessin aux enfants le samedi. » Son visage s'illumina. « Vous auriez dû voir la fresque que nous avons faite le mois dernier. 20 petits Picasso en devenir. » Un groupe de cadres passa, certains parlant fort au téléphone de stock et de cotation. Gérard reconnut le jargon, l'urgence, l'obsession des chiffres. C'était comme se regarder dans le miroir de son passé. « Vous n'avez pas l'air amer, » observa-t-il. Camille s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « L'amertume est un luxe que je ne peux pas me permettre, monsieur Gérard. Chaque minute passée à être en colère est une minute que je pourrais utiliser pour dessiner, pour faire sourire ma grand-mère, pour apprendre à un enfant que l'art, c'est plus que des images dans les musées. » Ils reprirent leur marche à un rythme plus lent. Le soleil commençait à se coucher, peignant les façades haussmanniennes de teintes dorées, rappelant les tableaux impressionnistes que Gérard collectionnait mais n'appréciait jamais vraiment. « Marguerite sera ravie de vous rencontrer, » dit Camille après quelques minutes. Elle dit toujours qu'elle peut juger le caractère de quelqu'un à la façon dont il traite les étrangers. Gérard sentit une boule dans sa gorge. En 80 ans, combien d'étrangers avait-il vraiment traités comme des personnes ? Je suis sûr que votre grand-mère est une femme très sage. « Oh, elle l'est, » rit Camille, et têtue aussi. « Vous savez ce qu'elle m'a dit hier ? Qu'elle me verra encore obtenir mon diplôme des Beaux-Arts, que les rêves n'ont pas de date d'expiration. » Gérard s'arrêta net, les boîtes de pizza chaudes dans ses mains, se sentant soudain très légères, comparées au poids de cette révélation. « Et vous ? » demanda-t-il. « Rêvez-vous encore de ça ?» Camille regarda ses mains tachées de craie. « Je rêve de voir ma grand-mère en bonne santé. Je rêve d'avoir un endroit que nous pourrons appeler chez nous.
L'art, je l'ai déjà. Il est là, elle tapa sur son propre cœur, personne ne peut me l'enlever. Ils tournèrent un coin de rue et l'accueil apparut, un bâtiment en briques rouges, avec une simple croix sur la façade. Gérard sentit une vague de nervosité le submerger. Lui qui commandait des réunions avec les hommes les plus puissants du monde, se sentait soudain anxieux à l'idée de rencontrer une femme de 75 ans. « Vous pouvez encore faire marche arrière », le taquina Camille, en remarquant son hésitation. Gérard se redressa. « Non », répondit-il fermement. « Certaines histoires méritent d'être entendues jusqu'au bout. » Camille sourit, un sourire qui portait tout l'espoir du monde. « Allons-y alors. Marguerite dit toujours que la pizza refroidit, mais que les vraies amitiés ne font que se réchauffer avec le temps. » Et ainsi, portant 3 pizzas et un cœur de plus en plus léger, Gérard Dubois suivit Camille dans l'accueil, réalisant que peut-être, juste peut-être, il n'était plus le milliardaire le plus seul de Paris. Il était simplement un homme sur le point de partager une pizza d'anniversaire avec 2 inconnus qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblaient plus si étrangères que ça. Le taxi s'arrêta devant un hôtel particulier, abandonné près de la Petite Ceinture, ses fenêtres brisées comme des yeux aveugles fixant la rue déserte. Gérard sortit le premier, offrant sa main pour aider Camille. Le portail en fer rouillé gémit alors qu'il le poussait. « Êtes-vous sûr que c'est sûr ?» demanda Gérard, examinant la façade décrépite qui avait autrefois été blanche. Des vignes sauvages s'accrochaient au mur comme des serpents verts, et des tuiles lâches pendaient dangereusement du toit. « Marguerite est là-dedans, » répondit Camille, s'aventurant sur un chemin couvert de feuilles sèches. Elle choisit toujours des endroits abandonnés. Elle dit que les maisons vides ont besoin d'amour autant que les gens. Les marches du perron craquèrent sous leurs pieds. Des taches sombres marquèrent les endroits où des colonnes ornées s'étaient effondrées comme des os brisés dans un squelette architectural. Une chaise à bascule, partiellement cassée, se balançait seule dans la brise d'automne. Camille poussa la porte d'entrée qui céda sans résistance. L'intérieur sentait le moisi et les souvenirs oubliés. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers des fenêtres poussiéreuses, créant des motifs fantomatiques sur le papier peint qui s'écaillait. « Marguerite !» appela Camille, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Nous avons de la compagnie. » Gérard observait, fasciné, les détails qui avaient survécu à l'abandon. Un lustre en cristal, maintenant couvert de toiles d'araignée, pendait toujours majestueusement du haut plafond. Le parquet, bien que taché et inégal, révélait des motifs complexes qui parlaient d'une époque de grandeur passée. « Par ici », fit Camille en le guidant à travers un couloir. De vieux portraits, laissés par les anciens résidents, les regardaient au passé avec des regards inchangés. La pièce dans laquelle ils entrèrent avait autrefois été une bibliothèque. Des étagères vides couvraient les murs du sol au plafond, et une cheminée en marbre dominait le mur nord. Au centre de la pièce, assise dans un fauteuil défoncé qui semblait avoir été récupéré dans la rue, se trouvait une femme âgée et mince aux cheveux gris. « Marguerite ?» sourit Camille. « Voici Gérard. » La femme âgée leva son regard d'un livre en lambeaux sur ses genoux. Ses yeux, de la même couleur miel que ceux de Camille, brillaient d'une clarté perçante. Elle portait plusieurs couches de vêtements, tous propres mais visiblement usés, et un châle violet couvrait ses frêles épaules. « Alors, vous êtes l'homme à la pizza » dit Marguerite avec un doux sourire sur ses lèvres ridées. « Camille m'a parlé de vous. » Gérard se sentit désarmé par le regard direct de la femme âgée. Il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait la dignité, pas la défaite, malgré leur situation. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Marguerite, » répondit-il, remarquant comment elle était assise droite dans son fauteuil, comme une reine sur son trône. « Venez vous asseoir, » fit-elle en désignant des coussins sur le sol. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre maison temporaire. » Gérard regarda autour de lui. Quelques bougies étaient stratégiquement placées sur des étagères et sur le sol. Une couverture pliée et un sac à dos contre le mur indiquaient où elle dormait. Dans la cheminée, des restes de papier laissaient deviner des tentatives de se réchauffer.
Mais ce qui attira le plus son attention, ce furent les dessins. Des dizaines d'entre eux couvrirent les murs qui s'écaillaient, des paysages, des portraits, des scènes urbaines, tous signés par Camille. Camille a transformé cet endroit, commenta Marguerite en suivant son regard. Elle dit que l'art guérit les murs brisés. Je dis qu'il guérit aussi les âmes. Une rafale de vent souffla à travers une fenêtre cassée, faisant vaciller les bougies. Gérard frissonna, pensant à sa villa chaude et vide. « Comment » commença-t-il, mais Marguerite l'interrompit gentiment. « Finissons-nous ici ? La vie a ses propres plans, n'est-ce pas ?» Elle ajusta son châle. L'accueil est bondé à cette période de l'année, et Camille a besoin d'espace pour dessiner. Ses yeux brillaient de fierté maternelle. De plus, il y a quelque chose de spécial à redonner vie à des lieux oubliés. Camille s'assit au pied de sa grand-mère, posant sa tête sur ses genoux comme une enfant. Marguerite lui caressa automatiquement les cheveux, un geste qui parlait d'années d'amour et de protection mutuelle. Marguerite me racontait l'époque où elle était professeure de littérature, dit Camille, avant l'AVC. 32 ans à enseigner Molière à des adolescents réticents. Marguerite gloussa doucement. « Vous savez ce qui est incroyable ? Même ici, sans un vrai foyer, je trouve de la poésie. Regardez ces ombres sur les murs, les histoires que ces couloirs vides renferment. » Gérard regarda autour de lui avec de nouveaux yeux. À travers la perspective de Marguerite, la décrépitude acquérait une beauté mélancolique. Les fissures sur le mur semblaient des vers écrits par le temps, les fenêtres brisées, des strophes inachevées. « Vous n'avez pas l'air, » hésita-t-il, cherchant le mot juste. « Amer, » proposa Marguerite. « Oh non, l'amertume est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Je préfère voir la beauté dans les ruines, comme Camille, avec ses dessins. Je transforme l'abandon en art dans mon esprit. » Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement par le vent qui sifflait à travers les fenêtres cassées et les craquements occasionnels du bois ancien. Gérard sentit quelque chose changer en lui, comme si les murs en ruine de l'hôtel particulier abattaient aussi les barrières autour de son cœur. Là, assis sur le sol d'une maison abandonnée, à côté de deux femmes qui n'avaient rien d'autre qu'elles-mêmes, mais semblaient plus riches que lui à bien des égards, Gérard Dubois commença à remettre en question tout ce qu'il avait jamais valorisé dans sa vie. Camille était partie chercher plus de bougies, laissant Gérard et Marguerite seuls dans la bibliothèque en ruine. Le silence entre eux n'était ponctué que par le vent et les gémissements occasionnels du vieux bois. « Vous avez les mêmes yeux qu'elle, » dit soudain Marguerite en étudiant attentivement le visage de Gérard. « Hélène. » Le nom frappa Gérard comme un coup de poing à l'estomac. « Vous avez connu Hélène ?» Marguerite ajusta son châle violet, un sourire triste sur les lèvres. « J'étais son professeur de lettres au lycée. Hélène Dubois, la fille qui rêvait de devenir écrivain et qui a fini par tomber amoureuse d'un jeune homme d'affaires ambitieux. » Gérard sentit ses mains trembler. « Vous êtes cette Marguerite. Marguerite Lefebvre ? Celle qui corrigeait votre grammaire quand vous veniez chercher Hélène après les cours, confirma-t-elle. Le monde est petit, n'est-ce pas ? Ou peut-être que c'est juste le destin qui s'amuse un peu. » Des souvenirs affluèrent dans l'esprit de Gérard. Hélène avec ses carnets toujours présents, pleins de poésie. Marguerite, son professeur préféré, qui les invitait à prendre le thé le vendredi après-midi pour discuter de littérature. « Écrit-elle encore ?» demanda Gérard, sa voix trahissant une émotion réprimée. Marguerite se pencha en avant dans son fauteuil usé. Elle a publié 3 romans sous un nom de plume. Le dernier a remporté le prix Goncourt l'année dernière. Elle fit une pause. « Vous n'avez jamais pris la peine de le découvrir, n'est-ce pas ? » Gérard déglutit difficilement, après qu'elle m'ait rendu la bague. « Après que vous ayez choisi un contrat à Tokyo plutôt que le mariage, corrigea doucement Marguerite. Hélène vous a attendu à l'hôtel pendant 2 heures, Gérard. 2 heures, dans cette robe qu'elle avait cousue avec sa mère. Le poids de la culpabilité qu'il avait portée pendant des décennies lui parut plus lourd maintenant. C'était un contrat important. Ils l'étaient tous, soupira Marguerite.
Savez-vous pourquoi elle vous aimait tant? Parce qu'elle voyait de la poésie en vous. Elle voyait un homme capable de rêver au-delà des chiffres, mais vous avez enterré cet homme sous des piles de contrats et de bilans financiers. Gérard ferma les yeux, se souvenant des sonnets qu'Hélène lui écrivait, des nuits où il planifiait leur avenir sous les étoiles, des promesses murmurées qu'il n'a jamais tenues. « S'est-elle remariée » demanda-t-il, redoutant la réponse. « Non » répondit Marguerite. Elle a dit qu'elle avait déjà gaspillé assez d'amour pour un homme qui aimait son empire, plus qu'il ne l'aimait elle. Ses yeux rencontrèrent les siens. Mais elle a gardé toutes les lettres que vous lui avez écrites, les anciennes, du temps où vous pouviez encore écrire sur l'amour au lieu des profits. Le silence pesa entre eux, lourd de regrets et d'occasions manquées. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais cherché » demanda Gérard. « Quand elle a tout perdu, quand elle est tombée malade ?» Marguerite eut un rire calme, sans amusement. « La fierté est une chose étrange, Gérard. Après avoir vu ce que vous aviez fait à Hélène, j'ai juré de ne jamais rien vous demander. » De plus, elle fit un geste vers les dessins de Camille sur les murs. Certaines personnes préfèrent créer de la beauté dans la pauvreté, plutôt que de vivre vide dans la richesse. « Comme Hélène, » murmura Gérard. « Comme Hélène, » acquiesça Marguerite. « Vous savez ce qu'elle a écrit dans son dernier livre ? Certains construisent des empires de béton, d'autres des châteaux de mots. Les premiers peuvent toucher le ciel, mais les seconds peuvent toucher les âmes. » Gérard sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je l'aimais vraiment. »« Je sais, » dit doucement Marguerite. « C'est ça la vraie tragédie. Vous l'aimiez, mais vous aimiez plus le succès. Tout comme vous aimiez l'art, mais vous l'avez transformé en investissement. Vous aimiez la vie, mais vous l'avez échangée contre une simple existence. Le vent souffla plus fort, faisant danser les flammes des bougies. À l'étage, des bruits de pas résonnèrent. Camille revenait. « Elle ne sait pas, » dit rapidement Marguerite, « à propos de vous et Hélène, de notre passé. Pour elle, nous ne sommes que des étrangers que le destin a réunis. Pourquoi me dire tout ça maintenant ?» Marguerite se pencha, ses yeux brillants à la lueur des bougies. « Parce que j'ai vu quelque chose dans vos yeux aujourd'hui, Gérard. La même étincelle qu'Hélène voyait. Une chance de rédemption, peut-être une opportunité de faire les choses différemment. » Les pas de Camille se rapprochèrent. « Vous avez une seconde chance, » murmura Marguerite, « pas pour réparer le passé, mais pour vivre différemment maintenant. » Camille, elle a l'esprit d'Hélène, la même capacité à voir la beauté là où les autres ne voient que des ruines. Marguerite, j'ai apporté plus de bougies. La voix de Camille résonna dans le couloir. Gérard essuya discrètement ses yeux. « Vous ne lui avez jamais parlé d'Hélène ? » « Certaines histoires sont comme ces murs, Gérard, » répondit Marguerite en désignant l'hôtel particulier en décomposition. « Elles portent trop de cicatrices pour être mises à nu, mais peut-être qu'avec les bons soins, elles peuvent être restaurées. » Camille entra dans la bibliothèque, les bras chargés de nouvelles bougies. Son sourire, si semblable à celui d'Hélène des années auparavant, illumina l'espace plus que n'importe quelle flamme. « De quoi parliez-vous, vous deux ?» demanda-t-elle en commençant à distribuer les bougies dans la pièce. Gérard et Marguerite échangèrent un regard lourd de secrets et de promesses tacites. « De secondes chances, » répondit doucement Marguerite, « et de la façon dont nous devons parfois tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » La pluie battait contre les fenêtres brisées de l'hôtel particulier abandonné, tandis que Camille allumait une autre bougie. Marguerite, enveloppée dans son châle délavé, serrait contre sa poitrine un livre usé avec la même révérence qu'on tiendrait une relique sacrée. « Peut-être qu'il est temps que tu saches toute la vérité, Camille, » dit Marguerite, la voix légèrement tremblante, « sur ta mère, sur qui nous sommes vraiment. » Gérard, assis sur le sol poussiéreux, sentit son cœur s'accélérer. Marguerite le regarda un instant avant de continuer. « Ta mère n'était pas seulement professeure d'art, comme je te l'ai dit, » commença Marguerite en ouvrant le vieux livre. De l'intérieur, elle sortit une photographie jaunie. « Hélène Dubois est née Hélène Dubois, et avant de rencontrer ton père, elle était une écrivaine prometteuse. »
Camille s'approcha prudemment, prenant la photo. Dessus, une jeune femme souriait à l'appareil, ses yeux brillant de la même intensité que ceux de Camille quand elle dessinait. Elle portait une robe simple et tenait un livre entre ses mains. « Elle a publié son premier roman à 23 ans, continua Marguerite. Il a eu un succès modéré et a payé nos factures pendant un certain temps. Mais ensuite, elle a rencontré Antoine, ton père. » Camille s'assit aux pieds de Marguerite, comme elle le faisait enfant, attendant les histoires du soir. Comment se sont-ils rencontrés? Marguerite échangea un regard significatif avec Gérard avant de répondre. À une foire du livre à Deauville. Antoine était photographe et couvrait l'événement. Hélène était là pour promouvoir son livre. Ce fut le coup de foudre. Gérard ferma les yeux, sentant le poids de tous les mots non dits. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, continua Marguerite, la voix chancelante, une cérémonie simple dans le jardin des parents d'Antoine. Hélène portait une robe bleue parce qu'elle disait que le blanc était trop évident pour une écrivaine. « Et puis je suis née, » dit doucement Camille. « Oui, tu es née, » sourit Marguerite, « et ta mère, oh, elle s'est épanouie en tant qu'écrivaine après ça. Elle disait que la maternité donnait une nouvelle profondeur à son art. Elle a écrit 2 autres livres dans les premières années de ta vie. » Marguerite sortit d'autres photos du livre. Camille bébé, dans les bras de sa mère. Antoine, photographiant Hélène dans son studio improvisé. Toute la famille, lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. « Mais ensuite, cette nuit est arrivée, » dit Marguerite, la voix brisée. « Le 13 octobre, il y a 16 ans. Il revenait d'une foire du livre à Lyon. Tu étais avec moi parce que tu avais de la fièvre. » Camille serra ses propres genoux, bien qu'elle connaisse déjà cette partie de l'histoire. Gérard se pencha en avant, le visage pâle. « La pluie était forte, » continua Marguerite. « Antoine a toujours été un conducteur prudent, mais le camion a perdu le contrôle dans un virage. »« Hélène ?» Sa voix se brisa. Ils ont dit que c'était instantané, qu'ils n'avaient pas souffert. Le silence pesa sur la bibliothèque abandonnée, rompu seulement par le tambourinement de la pluie. Après ça, Marguerite prit une profonde inspiration. Ce n'était plus que nous deux. J'ai utilisé mes économies de retraite de l'enseignement pour nous faire vivre. Les droits d'auteur des livres d'Hélène ont aidé, et... Mais ensuite, il y a eu ton AVC, termina Camille en tenant la main de sa grand-mère. Il y a 3 ans. Marguerite hocha la tête. Les factures médicales? Eh bien, tu connais la suite. Nous avons vendu l'appartement, ton matériel d'art. Mais tu as gardé ces livres, observa Camille. Je ne pouvais pas m'en séparer, admit Marguerite. C'est tout ce qui reste d'elle, à part toi, bien sûr. Tu as tellement d'elle en toi, Camille, le même talent, la même capacité à voir la beauté là où les autres ne voient que des ruines. Camille prit une autre photo. Dessus, Hélène, enceinte, était assise à un petit bureau, en train d'écrire. Elle disait, poursuivit Marguerite, que l'art ne consistait pas à créer de la beauté, mais à avoir des yeux pour la trouver. Comme tu le fais avec tes dessins sur les trottoirs. Gérard s'éclaircit la gorge, attirant leur attention. « Marguerite, il y a plus, n'est-ce pas ?» Marguerite ferma les yeux un instant. « Oui, » dit-elle finalement. « Hélène ?» Elle a laissé quelque chose pour toi, Camille. Quelque chose que j'ai gardé toutes ces années, en attendant le bon moment. » De l'intérieur du livre, Marguerite sortit une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Le nom de Camille était écrit sur le devant de l'écriture élégante d'Hélène. Elle l'a écrite quand elle a découvert qu'elle était enceinte, expliqua Marguerite. Elle m'a fait promettre de ne te la donner que lorsque tu serais prête, lorsque tu aurais trouvé ta propre voie dans l'art. Camille tenait l'enveloppe entre ses mains tremblantes. Pourquoi maintenant? Parce que Marguerite regarda Gérard de manière significative. Certaines vérités ont besoin de leur propre temps pour être révélées. Et peut-être que c'est ce moment. La pluie s'intensifia à l'extérieur, et une rafale de vent souffla 2 des bougies. Camille tenait l'enveloppe comme si elle était en cristal. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » dit doucement Marguerite, à propos d'Hélène et à propos de Gérard. Camille leva les yeux de l'enveloppe, confuse.
Gérard sentit son cœur s'arrêter. « Avant de rencontrer ton père, commença Marguerite, Hélène était fiancée à un jeune homme d'affaires qui a choisi une réunion d'affaires plutôt que le mariage. » Elle regarda droit vers Gérard. Elle ne s'est jamais complètement remise de cette perte. C'est pourquoi elle a toujours écrit sur les secondes chances dans ses livres. Camille se tourna lentement vers Gérard, la compréhension se faisant jour dans ses yeux. « Vous ? » ?»« Oui, » admit Gérard, la voix rauque. « J'étais cet homme d'affaires, l'homme qui a fait la plus grande erreur de sa vie en laissant Hélène Dubois l'attendre à l'hôtel. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille regarda l'enveloppe dans ses mains, puis Gérard, puis Marguerite, luttant pour traiter cette révélation soudaine. « Alors c'est pour ça, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que vous êtes là maintenant. Le destin a un sens de l'humour particulier, » commenta doucement Marguerite. « Ou peut-être que c'est juste Hélène qui écrit encore nos destins de quelque part. » Camille fixa l'enveloppe dans ses mains, puis les dessins sur les murs, et enfin Gérard. « Je pense, » dit-elle lentement, « qu'il est temps de lire cette lettre. » La pluie continuait de tomber dehors, lavant le passé, tandis que 3 personnes liées par l'amour, la perte et la rédemption se préparaient à affronter des vérités longtemps enfouies dans un hôtel particulier en ruine. Le silence qui suivit la lettre d'Hélène était aussi lourd que du plomb dans la bibliothèque abandonnée. Gérard plia le papier avec révérence, ses mains tremblant légèrement. Les derniers rayons du jour brillaient à travers les fenêtres brisées, projetant des ombres allongées sur les murs couverts des dessins de Camille. « Je dois faire quelque chose, » dit-il finalement, la voix épaisse d'émotion. « Je ne peux pas simplement retourner à mon ancienne vie en sachant que vous êtes ici. » Marguerite se redressa dans son fauteuil usé, son visage se durcissant comme du marbre ancien. « Si vous pensez nous donner de l'argent, Gérard, vous pouvez garder votre charité. »« Ce n'est pas de la charité, » protesta-t-il en se levant, ses genoux craquant, lui rappelant ses 80 ans. « C'est la rédemption. » Camille observait l'échange en silence, ses doigts tachés de craie, traçant des motifs invisibles sur le sol poussiéreux. Le vent sifflait à travers les fissures des fenêtres, transportant l'odeur de la pluie imminente. « La rédemption ?» Marguerite laissa échapper un rire sans humour. « Vous pensez pouvoir compenser 30 ans d'absence avec votre argent ? Que vous pouvez effacer ce que vous avez fait à Hélène en signant un chèque ?» Gérard se dirigea vers la fenêtre brisée, regardant la ville en contrebas. Les lumières commençaient à s'allumer, comme des étoiles urbaines émergeant au crépuscule. « Non, » répondit-il doucement, « mais je peux essayer de faire une différence maintenant. Hélène a écrit dans la lettre qu'elle croyait aux secondes chances, que chaque histoire mérite une fin différente. » Son téléphone vibra dans sa poche, probablement sa secrétaire essayant de le localiser pour une réunion importante. Pour la première fois depuis des décennies, il l'ignora complètement. « Et comment comptez-vous faire ça ?» le défia Marguerite. « Nous donner une maison, payer les études de Camille ? Vous pensez que ça va soulager votre conscience ?» Camille se rapprocha de sa grand-mère, posant une main sur son épaule. Le geste portait des années de protection mutuelle et de survie partagée. Marguerite ? Non. Camille ? La coupa Marguerite, les yeux brillants de larmes contenues. Il doit comprendre. Nous ne sommes pas un projet caritatif pour soulager sa culpabilité. Nous ne sommes pas une histoire de rédemption pour ses mémoires d'entreprise. Gérard se tourna pour rencontrer le regard dur de Marguerite. Une tempête d'émotions s'agitait dans sa poitrine, toutes luttant pour trouver une issue. Comment pouvait-il expliquer que pour la première fois en un demi-siècle, il se sentait enfin vivant ? « Avez-vous la moindre idée, » commença-t-il, la voix tremblante, de ce que c'est que de se réveiller chaque jour dans une villa vide, d'avoir tout ce que l'argent peut acheter et rien qui compte vraiment ? Il passa une main dans ses cheveux gris. « J'ai rencontré Camille par hasard aujourd'hui, mais peut-être que ce n'était pas un hasard du tout. Hélène disait toujours que l'univers a son propre timing. » Le tonnerre gronda au loin, ponctuant ses paroles. Camille se leva, allumant plus de bougies, alors que les ombres du soir envahissèrent la pièce. « Alors, que proposez-vous exactement ?
demanda Marguerite, sa voix plus douce mais toujours teintée de méfiance. Gérard prit une profonde inspiration. Dans son esprit, des décennies de décisions basées uniquement sur les chiffres et le profit défilaient comme un film en noir et blanc. « Je veux vous louer un appartement », commença-t-il. « Non, écoutez-moi, un endroit sûr, avec du chauffage, où Camille pourra dessiner sans craindre que la pluie ne ruine son travail, où vous pourrez vous rétablir correctement, Marguerite. » Camille fit une pause en allumant les bougies, son visage illuminé par la flamme vacillante. « Et ensuite ?» continua-t-il, sentant les mots couler d'un endroit profond en lui. « Je veux payer vos études, Camille, pas comme une charité, mais comme un investissement. J'ai vu vos dessins. Vous avez le talent de votre mère. Et vous, il se tourna vers Marguerite, méritez des soins médicaux appropriés, de la kinésithérapie, des médicaments, tout ce dont vous avez besoin. Et en retour, demanda Marguerite, ses doigts agrippant le châle usé. Gérard s'agenouilla devant elle, ignorant la poussière qui tachait son pantalon italien à 2000 €. Le contraste entre son costume cher et le sol sale de l'hôtel particulier abandonné ne lui échappa pas. « En retour, dit-il doucement, je ne demande que la chance de faire partie de vos vies. Pas comme un sauveur ou un bienfaiteur, mais comme une famille. » Le mot resta en suspens dans l'air, comme une prière sans réponse. Dehors, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Marguerite étudia le visage de Gérard un long moment. Dans ses yeux, des décennies de souvenirs dansaient comme des ombres. « Vous avez changé, » dit-elle finalement. « Le Gérard que j'ai connu ne se serait jamais agenouillé sur un sol sale. Le Gérard que vous avez connu était trop occupé à construire un empire pour voir qu'il avait déjà une fortune à portée de main, » répondit-il, sentant les larmes lui brûler les yeux. Camille s'approcha, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et de prudence. Autour d'eux, ses dessins semblaient prendre vie sous la lueur vacillante des bougies. « Si nous acceptons votre aide, commença-t-elle lentement, ce doit être à nos conditions. » Gérard hocha immédiatement la tête. « Quelle qu'elle soit, pas de villa ou d'excès, » continua-t-elle, gagnant en confiance un appartement modeste mais décent. « Et je veux continuer à enseigner l'art à l'accueil. Ces enfants, ils ont besoin de moi. Et pas de tentative de contrôler nos vies, » ajouta Marguerite, la voix plus douce. « Nous ne sommes pas des options d'achat que vous pouvez gérer. Je suis d'accord avec tout, » dit Gérard sans hésitation. « Mais j'ai une demande aussi. » Les deux femmes le regardèrent, curieuses, alors que la pluie s'intensifiait dehors, formant un rideau d'eau sur les fenêtres brisées. « Je veux apprendre, » dit-il simplement. « Je veux que vous m'appreniez à voir le monde comme Hélène le voyait, comme vous le voyez, à travers l'art, la littérature, à travers l'humanité que j'ai oubliée. » Marguerite jeta un coup d'œil à Camille. Des années de difficultés leur avaient appris à se méfier des offres qui semblèrent trop belles, mais elles leur avaient aussi appris à reconnaître la sincérité quand elles la voyaient. « Une semaine, » proposa finalement Marguerite. « Passez une semaine avec nous, en vivant comme nous vivons. Si après ça, vous voulez toujours aider, nous parlerons. » Gérard sentit son cœur s'emballer. C'était plus qu'il n'avait espéré, moins qu'il ne voulait, et exactement ce qu'il méritait. « Une semaine, » accepta-t-il. Camille se leva, prenant un morceau de craie. Avec des mouvements fluides, elle commença à dessiner un nouveau tournesol sur le mur, plus grand que les autres. « Vous savez pourquoi j'aime les tournesols ?» demanda-t-elle en travaillant. « Parce qu'ils commencent la journée face à l'est, suivent le soleil dans son voyage et finissent face à l'ouest. Mais le lendemain matin, peu importe à quel point la nuit a été sombre, ils retrouvent toujours leur chemin vers la lumière. » Gérard regarda le dessin prendre forme sous les mains habiles de Camille. Comme les tournesols, il s'était perdu dans l'obscurité de sa propre ambition, mais peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard pour retrouver son chemin vers la lumière. Un dernier rayon de soleil perça les nuages avant de se coucher, traversant la fenêtre brisée et illuminant le dessin inachevé de Camille. À cet instant, Gérard Dubois comprit qu'il investissait enfin dans quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter, une chance de rédemption.
Le cabinet d'avocats occupait tout le 30e étage d'un gratte-ciel de la Défense. Gérard ajusta sa cravate, se sentant étrangement mal à l'aise dans son propre domaine. Après avoir passé une semaine à vivre avec Camille et Marguerite dans l'hôtel particulier abandonné, tout ce luxe autour de lui semblait presque obscène. « Monsieur Dubois, dit maître Durand, son avocat depuis 3 décennies, en feuilletant une pile de documents, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous proposez est risqué. Transférer une part significative de votre patrimoine à deux inconnus. » « Ce ne sont pas des inconnus, répondit fermement Gérard. C'est ma famille. Une famille que vous avez rencontrée il y a 1 semaine, souligna Durand, sans aucune preuve documentaire de ce lien. Nous avons besoin de certificats, de dossiers. Hélène Dubois, interrompit Gérard. Cherchez ces dossiers, ces livres, publiés sous le nom de Plume HD, le mariage annulé. Même ainsi, soupira Durand, il y a des protocoles à suivre. Le conseil d'administration n'approuvera pas un transfert aussi important sans justification solide. Votre réputation ? Au diable ma réputation ! Gérard frappa la main sur la table, se surprenant lui-même. J'ai passé 50 ans à bâtir une réputation basée sur des chiffres. Maintenant, je veux bâtir un héritage basé sur autre chose. Le téléphone sonna. C'était Camille. Gérard répondit immédiatement, le cœur battant. Marguerite a fait une chute. Sa voix tremblait. « Nous sommes à l'hôpital Saint-Louis. » Gérard bondit sur ses pieds. « J'arrive. »« Monsieur Dubois, » protesta Durand, « notre réunion. »« La famille d'abord, » répondit Gérard, déjà en route. « Préparez les documents, Durand. On trouvera une solution. » L'odeur d'antiseptique et de désinfectant de l'hôpital le frappa comme une vague. Camille se tenait dans le couloir, plus pâle que d'habitude, ses mains tachées de craie tremblant légèrement. Que s'est-il passé ? Elle a essayé de monter les escaliers toute seule, expliqua Camille, les larmes aux yeux. J'enseignais un cours d'art à l'accueil. J'aurais dû être là. Ne te blâme pas. Gérard la serra instinctivement dans ses bras. Où est le médecin ? Comme par un fait exprès, un jeune médecin s'approcha. La famille de Madame Lefebvre ? Oui, répondit Gérard, avant que Camille ne puisse expliquer. Comment va-t-elle ? Stable, mais préoccupant. Son précédent AVC a laissé des séquelles qui compliquent le traitement. Elle aura besoin de soins spécialisés, d'une kinésithérapie intensive. Le coût n'est pas un problème, coupa Gérard. Le médecin hocha la tête. Il y a un excellent centre de rééducation à Deauville. Non, dit fermement Camille. Je ne quitte pas Marguerite. Gérard la regarda, si jeune et portant déjà tant de poids. Comme Hélène, pensa-t-il, faisant toujours passer les autres en premier. « Camille, dit-il doucement, tu dois aussi prendre soin de toi. Tu es pâle, tu trembles. »« Je vais bien, insista-t-elle, mais ses jambes vacillèrent. Gérard la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Docteur !» appela-t-il, mais Camille était déjà inconsciente dans ses bras. Les heures suivantes furent un tourbillon de tests et de diagnostics. Anémie sévère, épuisement, malnutrition. Le corps de Camille avait finalement succombé à des mois de difficultés et de stress. Assis entre les 2 lits d'hôpital, Gérard Dubois, le milliardaire le plus puissant de Paris, ne s'était jamais senti aussi impuissant. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Le conseil d'administration exigeait des explications sur son absence. Durand le pressait au sujet des documents. La presse spéculait sur ses allées et venues. Monsieur Dubois, une infirmière entra. Il y a des journalistes dans le hall. Quelque chose à propos du PDG du groupe Dubois qui passe des heures dans un hôpital public. Gérard ferma les yeux. Son monde d'entreprise et sa nouvelle réalité entraient en collision. Marguerite ouvrit les yeux juste à ce moment-là. « Gérard ?» Sa voix était faible. « Je suis là. » Il lui prit la main. « Camille ?» Dans la chambre d'à côté. « Elle se repose, l'assura-t-il. Vous devez toutes les 2 vous rétablir. » Marguerite essaya de s'asseoir. « Je ne peux pas rester ici. La facture. J'ai tout réglé. Nous ne voulons pas de votre charité, protesta-t-elle faiblement. « Ce n'est pas de la charité, »
répondit Gérard, la voix tremblante. « C'est de l'amour. Il m'a fallu 80 ans pour apprendre la différence, mais j'ai enfin compris. » Une larme coula sur la joue ridée de Marguerite. Hélène disait toujours qu'il y avait de la bonté en vous, sous toute cette ambition. Hélène était plus sage que nous tous, sourit-il tristement. Marguerite, j'ai besoin de votre bénédiction pour quelque chose. Quoi ? Je veux transférer une part importante de mon patrimoine dans un fonds pour vos soins, pour l'éducation de Camille, pour un avenir sûr. Mais il y a des complications juridiques. Marguerite l'étudia un long moment. Vos actionnaires n'approuveront pas. Probablement pas, admit-il. Je pourrais perdre le contrôle de l'entreprise, tout ce que j'ai construit. Et vous êtes prêt à risquer ça pour nous? Gérard regarda par la fenêtre de l'hôpital. De l'autre côté de la rue, un panneau d'affichage géant montrait le logo du groupe Dubois. Son empire, construit à travers des décennies de travail acharné et de décisions froides. « Vous savez ce que j'ai réalisé cette semaine avec vous ?» dit-il finalement. « J'ai passé toute ma vie à construire quelque chose que n'importe qui avec de l'argent et de la détermination pourrait construire. Mais ce que vous avez, l'amour, la loyauté, la capacité de voir la beauté même dans les pires endroits, ça, c'est rare. C'est inestimable. » Marguerite serra sa main faiblement. « Vous avez vraiment changé. Grâce à vous, sourit-il. Alors, qu'en dites-vous? M'aiderez-vous à convaincre ces avocats arrogants que la famille est plus importante que les contrats? » Avant que Marguerite ne puisse répondre, ils entendirent une agitation dans le couloir. Camille se tenait à la porte, s'appuyant sur une perfusion, pâle mais déterminée. « J'ai tout entendu, dit-elle, et j'ai une meilleure idée. » Gérard et Marguerite la regardèrent, curieux. « Au lieu de nous donner votre argent, continua lentement Camille en entrant dans la pièce, pourquoi ne créerions-nous pas une fondation pour aider d'autres artistes comme moi, d'autres familles comme la nôtre? » Gérard sentit son cœur se dilater. « Une fondation ?» « La fondation Hélène Dubois, suggéra Camille, pour l'art, la littérature et les secondes chances. » Marguerite se mit à pleurer silencieusement. Gérard se leva, aidant Camille à s'asseoir. « Vos actionnaires ne pourraient pas s'opposer à un projet de responsabilité sociale, poursuivit Camille, et nous pourrions aider tant de gens. » Gérard regarda les deux femmes qui avaient transformé sa vie en une semaine à peine. Dans leur visage fatigué, il voyait la même force qu'il avait toujours admirée chez Hélène, la capacité de transformer la douleur en beauté, les difficultés en opportunités. « La fondation Hélène Dubois », répéta-t-il en savourant les mots, « pour l'art, la littérature et les secondes chances. » C'est parfait. Dehors, le soleil commençait à se coucher, baignant la chambre d'hôpital de teintes dorées. Un instant, Gérard aurait juré voir Hélène sourire dans le reflet de la fenêtre, approuvant silencieusement le nouveau chemin qu'il avait choisi. Gérard observait Camille donner son cours d'art à l'accueil, assis discrètement au fond de la salle. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur séjour à l'hôpital, et bien qu'elle soit encore pâle, ses yeux brillaient de cette étincelle familière alors qu'elle guidait un groupe d'enfants dans le dessin. « Il n'y a pas d'erreur en art, » disait-elle, en aidant un garçon qui luttait avec son croquis. « Il n'y a que votre façon unique de voir le monde. » Des mots qu'Hélène disait, se souvint Gérard. Il baissa les yeux sur son propre dessin, une tentative maladroite de dessiner un tournesol. Ses mains, habituées à signer des contrats de millions d'euros, tremblaient en tenant les crayons de cire. « Ça s'améliore », vint une voix douce. Marguerite s'était approchée dans son fauteuil roulant, l'air plus forte après des semaines de kinésithérapie appropriée. « C'est toujours horrible », gloussa doucement Gérard. « Mais vous essayez, » observa Marguerite. « Le Gérard que j'ai connu il y a 30 ans n'aurait pas été surpris en train de dessiner avec des crayons de cire dans un accueil. » Il réfléchit à cela en regardant une petite fille montrer fièrement son dessin à Camille. Ces dernières semaines, sa vie avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Sa villa des Roses, autrefois un mausolée de solitude, abritait maintenant des rires. Camille et Marguerite avaient accepté d'y emménager à condition,
Pas de personnel excessif, pas de faste inutile. Le dîner était maintenant préparé ensemble, les histoires partagées autour de la table. « Monsieur Gérard » appela Lucas, l'un des plus jeunes élèves de Camille. « Vous voulez voir mon dessin ?» Gérard se leva et se dirigea vers le garçon. Autrefois, il se serait inquiété de salir les genoux de son costume italien. Maintenant, cela ne lui traversait même plus l'esprit. « C'est un vaisseau spatial ?» demanda-t-il en étudiant la masse colorée de lignes. « C'est un jardin, » rit Lucas, comme celui que mademoiselle Camille a dit que nous allions faire sur le toit de l'accueil. Gérard jeta un coup d'œil à Camille, qui rougit légèrement. « Ce n'est encore qu'une idée, » dit-elle. « Je pensais qu'un potager communautaire apporterait plus de vie à cet endroit. »« C'est une idée merveilleuse, » répondit Gérard, calculant déjà mentalement les coûts et la logistique. Mais il ne se contentait pas d'additionner des chiffres. Il comptabilisait les sourires sur des visages comme celui de Lucas. Après le cours, alors qu'il aidait Camille à rassembler le matériel, Gérard remarqua une enveloppe dans son sac. C'était une lettre des Beaux-Arts, encore scellée. « Tu ne l'as pas ouverte ?» observa-t-il. Camille se mordit la lèvre. « J'ai peur, » admit-elle. « Et s'il n'accepte pas ma réadmission ? » « Alors nous trouverons autre chose, » répondit-il simplement. « Ensemble. » Le mot resta en suspens entre eux, une promesse, un engagement au-delà des soldes bancaires et des obligations légales. De retour à la villa, Gérard trouva une surprise qui l'attendait dans son bureau. Marguerite avait organisé toutes les vieilles photos qu'ils avaient trouvées dans l'hôtel particulier abandonné, ainsi que des coupures de journaux sur Hélène et ses livres. « Je pensais que vous aimeriez en savoir plus sur l'écrivaine qu'elle est devenue, » expliqua Marguerite. Gérard passa des heures cette nuit-là à lire des critiques littéraires, des interviews, des extraits de romans. Hélène s'était épanouie en tant qu'auteure, transformant même la douleur de son abandon en art. Dans l'un de ses livres, il trouva une dédicace qui le fit pleurer. « Pour Gédé, qui m'a appris que nous devons parfois perdre quelque chose de précieux pour trouver notre vraie voie. » Le lendemain matin, Gérard Dubois, pour la première fois en 50 ans, ne se présenta pas à la réunion du conseil d'administration de son entreprise. À la place, il était sur le toit de l'accueil, les mains calleuses à force de creuser la terre pour le nouveau potager communautaire. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça personnellement, » remarqua Camille en le regardant travailler. « Vous auriez pu engager des gens. »« Je devais le faire, » répondit-il en essuyant la sueur de son front. « Tu sais pourquoi ?» Camille secoua la tête. « Parce que pour la première fois de ma vie, je construis quelque chose qui ne peut pas être mesuré en euros. » Il fit une pause, regardant ses mains tachées de terre. « Quand j'ai signé mon premier contrat d'1 million de francs, je me sentais au sommet du monde. Mais planter ces graines avec Lucas aujourd'hui, voir l'espoir dans ses yeux, c'est ça la vraie richesse. » Marguerite s'approcha dans son fauteuil roulant, portant de la limonade. Hélène disait qu'il y a 2 sortes de gens dans le monde, ceux qui construisent des murs et ceux qui plantent des jardins. « Lequel suis-je » demanda Gérard en acceptant avec gratitude le verre. « Vous apprenez à être les 2, » sourit Marguerite. « Vos murs protègent, mais maintenant il y a de la place pour des jardins à l'intérieur. » Cet après-midi-là, Camille trouva enfin le courage d'ouvrir la lettre des Beaux-Arts. Elle avait été acceptée de nouveau, avec une bourse complète, grâce à la nouvelle fondation Hélène Dubois. « Ce n'était pas vous, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à Gérard. « La fondation a un conseil d'administration indépendant, » répondit-il honnêtement. « Ton talent a parlé de lui-même. » Camille le serra impulsivement dans ses bras, tachant son costume de peinture et de terre. Le Gérard d'il y a 1 mois se serait inquiété de ruiner ses vêtements. Le Gérard de maintenant lui rendit simplement son étreinte, se sentant plus riche que jamais. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Gérard prit une vieille photo. Lui et Hélène, jeunes rêveurs, planifiant un avenir qui n'a jamais eu lieu. À côté, il en plaça une nouvelle. Lui, Camille et Marguerite dans le potager de l'accueil, des sourires sincères sur leurs visages barbouillés de terre. « Tu avais raison, Hélène, » murmura-t-il à la photo. « Parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour trouver notre vraie voie. »
Mais si nous avons de la chance, beaucoup de chance, l'univers nous donne une seconde chance de jouer la musique que nous avions cessé d'entendre. Dehors, la lune illuminait les premières pousses du potager communautaire, et Gérard Dubois, l'homme qui avait passé sa vie à construire un empire, comprit enfin que son véritable héritage ne se mesurerait pas en gratte-ciel ou en compte en banque, mais en sourire, en étreinte et en tournesol mal dessiné au crayon de cire. Le moniteur cardiaque bipait de manière erratique pendant que Marguerite dormait. Camille était assise à côté du lit, ses doigts tachés de peinture entrelacés avec ceux de sa grand-mère. Gérard observait depuis le seuil, se sentant impuissant face à la fragilité de la vie. Cela avait commencé par un simple rhume. Marguerite insistait que ce n'était qu'un malaise mineur, continuant obstinément ses sessions de lecture avec les enfants de l'accueil. Mais un matin d'octobre frisqué, elle ne put se lever. Pneumonie, avait expliqué le médecin, compliquée par son précédent AVC et son âge. Les 48 heures suivantes sont critiques. Camille n'avait pas quitté le chevet de sa grand-mère depuis, son matériel d'art oublié, ses cours aux beaux-arts temporairement abandonnés. Gérard la regardait s'affaiblir aux côtés de Marguerite, partageant chaque respiration difficile, chaque moment de fièvre. « Tu as besoin de repos », dit-il doucement en entrant dans la pièce. « Je ne la quitterai pas », répondit Camille, la voix rauque. « Et si elle… et si elle… » Ces mots moururent dans sa gorge. Gérard posa une main sur son épaule, sentant son tremblement. « Elle est forte », tenta-t-il de la rassurer, mais les mots sonnaient creux, même pour lui. Le téléphone dans sa poche vibra, un autre message du Conseil. La fondation Hélène Dubois suscitait la controverse parmi les actionnaires. Certains menaçaient de poursuites judiciaires, alléguant une mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise. Gérard supprima le message, sans le lire en entier. Marguerite toussa dans son sommeil, un son rauque qui semblait déchirer sa frêle poitrine. Camille se pencha instantanément, ajustant le masque à oxygène. « Tu te souviens quand elle m'a trouvé en train de dessiner sur le trottoir ?» murmura Camille, des larmes coulant silencieusement. « C'était après qu'on ait vendu l'appartement. J'avais si honte, mais elle s'est assise à côté de moi et a commencé à réciter du Molière. La parfaite raison fuit toute extrémité, a-t-elle dit. Gérard s'assit de l'autre côté du lit. Elle a toujours eu les mots justes. Comment suis-je censé continuer sans elle ? Demanda Camille, la voix brisée. C'est tout ce que j'ai. Non, répondit fermement Gérard. Plus maintenant. Camille leva les yeux, croisant son regard à travers ses larmes. À cet instant, quelque chose passa entre eux, une compréhension plus profonde que n'importe quel simple lien de sang. Le moniteur cardiaque vacilla, les bips devenant plus erratiques. Camille se leva d'un bond, paniquée, alors qu'une équipe médicale se précipitait. « La tension chute !» cria quelqu'un. « Camille !» murmura Marguerite, ses yeux s'ouvrant brièvement. « Ma petite artiste. »« Je suis là !» sanglota Camille, doucement repoussée par les infirmières. « S'il te plaît, reste avec moi. » Gérard la soutint alors que ses jambes cédaient, tous deux regardant, impuissants, les médecins travailler. Le temps semblait aussi lent que de la mélasse froide, chaque seconde une éternité de peur. Enfin, après ce qui parut des heures, le rythme cardiaque se stabilisa. Le médecin-chef s'approcha, le visage grave. « Nous avons réussi à la stabiliser, mais… » Il hésita. Elle aura besoin d'un traitement plus agressif. Il y a un nouveau médicament, encore expérimental. « Combien ?» demanda immédiatement Gérard. « L'assurance ne le couvre pas. C'est extrêmement cher. Et les chances ?»« Combien ?» répéta fermement Gérard. Le médecin nomma un montant qui aurait fait hésiter l'ancien Gérard. Le nouveau Gérard ne scia pas. « Faites-le » ordonna-t-il. Camille tenta de protester. « Gérard, nous ne pouvons pas accepter. »« Il ne s'agit pas d'argent, » l'interrompit-il doucement. « Il s'agit de famille. » Dans les heures qui suivirent, Gérard passa des appels, déplaça des ressources, ignora les avertissements de ses avocats. Le médicament expérimental fut approuvé et administré.
Marguerite luttait, sa respiration un peu plus forte à chaque heure qui passait. Camille succomba finalement à l'épuisement, s'endormant sur une chaise inconfortable. Gérard la couvrit de son manteau, se souvenant comment Hélène faisait de même pour elle quand elle était bébé. « Tu dois rester » murmura-t-il à Marguerite endormie. « Pas seulement pour Camille, pour moi aussi. J'ai encore tellement à apprendre de vous. » Par la fenêtre de l'hôpital, le soleil commença à se lever. Gérard regarda ses premiers rayons dorés toucher le visage de Marguerite, l'illuminant comme l'un des tournesols que Camille aimait tant dessiner. Monsieur Dubois, une infirmière entra doucement. Il y a des journalistes dans le hall. Ils disent que le PDG du groupe Dubois met l'entreprise en danger pour des inconnus. Gérard jeta un coup d'œil à Camille endormie, à Marguerite luttant pour chaque souffle. Des inconnus? Non, elles étaient sa rédemption, sa seconde chance, sa vraie fortune. Dites-leur, dit-il doucement, que le PDG du groupe Dubois est exactement là où il devrait être, avec sa famille. L'infirmière sourit et partit. Gérard se retourna vers Marguerite, remarquant un petit changement dans son expression. Ses yeux s'ouvrirent légèrement. « Gérard, » murmura-t-elle, « je suis là. » Il lui tint la main. « Prends soin d'elle, » murmura Marguerite, « comme tu aurais dû prendre soin d'Hélène. »« Je le ferai, » promit-il. « Mais toi aussi, n'ose pas nous quitter maintenant, Marguerite Lefebvre. Nous avons encore beaucoup d'histoires à écrire. » Un léger sourire toucha les lèvres de Marguerite avant qu'elle ne retourne dans son sommeil, sa respiration plus forte, plus stable. Camille s'agita dans le fauteuil, murmurant dans son sommeil. Gérard regarda les deux femmes qui avaient changé sa vie, sentant une certitude grandir dans sa poitrine. Peu importe le coût en argent, en réputation ou en pouvoir d'entreprise, il ne perdrait pas cette seconde chance que le destin lui avait donnée. Dehors, la ville se réveillait pour un autre jour, mais dans cette chambre d'hôpital, quelque chose de plus profond s'éveillait. La compréhension que certaines richesses ne se mesurent pas en euros et que certains investissements rapportent des dividendes qu'aucune bourse ne pourrait jamais égaler. La chambre d'hôpital était calme, à l'exception du doux bip du moniteur cardiaque. Marguerite s'était améliorée au cours des dernières 48 heures, le traitement expérimental montrant des résultats prometteurs. Camille avait finalement accepté de rentrer se reposer, laissant Gérard seul avec Marguerite pour la nuit. « Vous devriez y aller aussi, » dit doucement Marguerite, la voix encore rauque. « Vous devez avoir des choses plus importantes à faire. »« Non, » répondit Gérard en rapprochant la chaise du lit. « Il n'y a rien de plus important que ça. » Marguerite l'étudia un long moment. La faible veilleuse adoucissait les rides d'inquiétude sur son visage, lui rappelant le jeune professeur qu'il avait connu il y a si longtemps. « Vous avez vraiment changé, » observa-t-elle. « Grâce à vous, » sourit-il tristement, bien qu'il soit trop tard pour beaucoup de choses. Marguerite ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, Gérard, quelque chose que je porte en moi depuis toutes ces années. » Gérard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose dans son ton l'alarma. « Hélène » commença Marguerite, la voix tremblante. « Quand vous l'avez laissée à l'hôtel, elle était enceinte. » Le monde sembla s'arrêter. Gérard sentit l'air quitter ses poumons, comme s'il avait reçu un coup de poing. « Quoi » murmura-t-il. « Elle l'a découvert la semaine avant le mariage, » continua Marguerite, des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées. « Elle voulait vous le dire ce jour-là. Elle avait même acheté une minuscule paire de chaussons de bébé pour vous faire la surprise. » Gérard se leva brusquement, titubant jusqu'à la fenêtre. Son reflet dans la vitre révélait un homme dévasté, vieilli de plusieurs décennies en quelques secondes. « Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit ?»« Parce que 3 jours après que vous ayez choisi ce contrat à Tokyo, » répondit Marguerite, la voix lourde d'émotion, « elle a perdu le bébé. Le stress, la dépression. Les médecins ont dit que c'était une fausse couche. » Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, les figeant tous les deux. Camille se tenait sur le seuil, pâle comme un fantôme, plusieurs dessins glissant de ses mains. « Camille » murmura Marguerite.
Depuis combien de temps? Assez longtemps. La voix de Camille tremblait. Je suis revenu parce que j'avais oublié mon carnet de croquis, et j'ai tout entendu. Gérard fit un pas vers elle, mais elle recula. Non, dit-elle fermement, des larmes coulant sur ses joues. Vous êtes la raison pour laquelle ma mère a tant souffert. La raison pour laquelle elle... Camille, s'il te plaît? Marguerite tenta d'intervenir. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Camille se tourna vers sa grand-mère. Pourquoi garder ce secret toutes ces années? Parce que ta mère l'a demandé, répondit doucement Marguerite. Elle ne voulait pas que tu sois accablé par cette histoire. Elle voulait que tu ne connaisses que l'amour, pas la douleur. Camille regarda Gérard, ses yeux remplis de colère et de chagrin. Et maintenant vous vous pointez en essayant de vous racheter par... Quoi? La culpabilité? Le regret? Camille. Gérard fit un autre pas plus près. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Cria-t-elle. Comment vous avez laissé ma mère, enceinte, pour une réunion d'affaires? Comment vous avez choisi l'argent plutôt que la famille? Comment vous... Sa voix se brisa. Comment vous avez tué ma sœur? Espérance, dit doucement Marguerite. Ta mère prévoyait de l'appeler Espérance. Le nom sembla résonner dans la pièce, lourd de décennies de chagrin et de regret. Camille tituba, s'appuyant contre le mur. Espérance, répéta-t-elle, comme pour le tester. J'aurais eu une sœur nommée Espérance. Gérard atteignit enfin Camille, et cette fois, elle ne recula pas. Il la rattrapa alors que ses genoux cédaient, tous deux s'effondrant sur le sol. « Pardonne-moi, » pleura-t-il en la tenant. « S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je ne savais pas pour le bébé, mais ce n'est pas une excuse. J'étais jeune, ambitieux et stupide. Si stupide. » Camille sanglota dans ses bras, des années de questions sans réponse, trouvant enfin un sens. Pourquoi sa mère fixait parfois l'horizon avec une telle tristesse? Pourquoi il y avait une minuscule paire de chaussons de bébé parmi les objets les plus précieux de sa mère? « Hélène m'a pardonné, » dit doucement Marguerite depuis le lit. À la fin, elle a compris que parfois nos plus grandes pertes mènent à nos plus grandes leçons. « Comment ?» demanda Camille à travers ses larmes. Comment a-t-elle pu pardonner une chose pareille? Parce qu'elle a vu que la douleur l'a transformée en une meilleure écrivaine, une meilleure mère, expliqua Marguerite. Et parce qu'elle savait qu'un jour, cette histoire pourrait avoir besoin d'être racontée, pour que le cycle de la douleur puisse enfin se briser. Gérard tenait Camille comme si sa vie en dépendait, des décennies de larmes non versées trouvant enfin leur libération. « Je ne suis pas là par culpabilité, » dit-il doucement. Je suis là parce que, quand je t'ai vu sur ce trottoir, dessinant des tournesols comme ta mère le faisait, j'ai eu l'impression que l'univers me donnait une seconde chance. Une chance de bien faire les choses, cette fois. Camille se recula légèrement, croisant son regard. « Comment puis-je vous faire confiance? Comment savoir que vous ne nous abandonnerez pas à nouveau quand une autre réunion importante se présentera? » Parce que j'ai appris à la dure qu'aucun empire ne vaut la perte d'une famille, répondit Gérard. Parce que j'ai passé 50 ans à bâtir une fortune pour découvrir que le vrai trésor était ce que j'avais perdu ce jour-là. Marguerite tendit la main depuis le lit et Camille prit sa main, formant une chaîne avec Gérard. Ta mère a écrit quelque chose dans son dernier livre, dit doucement Marguerite. Le pardon, ce n'est pas oublier le passé, mais choisir un avenir différent. Peut-être que c'est ce que voulait Espérance. Que nous nous retrouvions, que nous guérissions ensemble. Camille jeta un coup d'œil aux dessins éparpillés sur le sol, des études de tournesol, toujours tournées vers la lumière, même les jours les plus sombres. « Espérance » murmura-t-elle à nouveau. « Ma sœur se serait appelée Espérance, et elle vit dans chaque tournesol que tu dessines, » dit doucement Gérard. Dans chaque moment où nous choisissons l'amour plutôt que l'ambition, à chaque fois que nous pardonnons au lieu de garder rancune. L'aube se levait, ses premiers rayons se déversant par la fenêtre de l'hôpital, les illuminant tous les trois. Marguerite dans son lit, Gérard et Camille sur le sol. Une famille fracturée par le passé, mais peut-être,
juste peut-être, trouvant un moyen de guérir dans le présent. Pour Espérance, dit finalement Camille, la voix ferme malgré les larmes, et pour les secondes chances. Pour Espérance, répétèrent à l'unisson Gérard et Marguerite. Et quelque part, peut-être, Hélène souriait, voyant que parfois, les histoires les plus douloureuses peuvent avoir des fins différentes de ce que nous imaginons. Que parfois, le pardon n'est que le début d'une histoire beaucoup plus grande. Le printemps arriva à Paris, apportant non seulement des fleurs, mais de nouveaux départs. Le potager de l'accueil, maintenant en pleine floraison, témoignait silencieusement de la transformation de l'année écoulée. Marguerite, assise dans son fauteuil roulant au milieu des tournesols que Camille avait plantés, regardait Gérard apprendre à un groupe d'enfants à construire une petite serre. Elle doit être assez solide pour protéger les semis, expliquait-il patiemment, si différent du dirigeant impitoyable qu'il était. Comme une famille protège les siens. Marguerite sourit, se rappelant à quel point les choses avaient changé depuis son hospitalisation. La convalescence avait été lente, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La révélation sur Espérance avait rouvert de vieilles blessures, mais avait aussi créé un espace pour une guérison plus profonde. « Il a changé », commenta Camille en s'asseyant à côté de sa grand-mère. Son matériel d'art était éparpillé sur une table de fortune, des croquis du jardin et de ses visiteurs capturant la lumière qui prospérait maintenant ici. « Nous avons tous changé », répondit doucement Marguerite. « Parfois, nous devons nous briser complètement avant de pouvoir nous reconstruire de la bonne manière. » Gérard s'approcha, essuyant la sueur de son front. Ses costumes chers avaient été remplacés par des jeans et des chemises simples, ses mains maintenant calleuses par le travail physique plutôt que par la signature de contrat. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il à Marguerite, une préoccupation sincère dans la voix. « Plus forte chaque jour » sourit-elle. « Le médecin a dit que je pourrais essayer de faire quelques pas sans le fauteuil roulant bientôt. Nous fêterons ça quand ça arrivera » suggéra Camille, les yeux brillants. « Peut-être un pique-nique ici, dans le jardin ?» Gérard et Marguerite échangèrent un regard, un de ces regards chargés d'histoires tacites et de possibilités inexplorées. « Ce serait parfait, » répondit Gérard, frôlant accidentellement la main de Marguerite. Le contact, bref mais significatif, n'échappa pas à Camille. Les après-midi dans le jardin étaient devenus un rituel pour eux. Camille dessinait, Marguerite lisait des extraits des livres d'Hélène et Gérard. Gérard apprenait à simplement être présent, à écouter, à ressentir. « J'ai trouvé ça aujourd'hui », dit Marguerite en sortant une vieille enveloppe de son livre. Une lettre qu'Hélène a écrite à Espérance quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Gérard s'assit brusquement, le visage blême. Camille mit son crayon de côté et se rapprocha. « Êtes-vous sûr de vouloir partager ça ?» demanda doucement Gérard. Marguerite hocha la tête. « Il est temps. Hélène, elle a toujours su qu'un jour, nous aurions besoin de ça pour vraiment guérir. » De ses mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. L'écriture élégante d'Hélène coulait sur le papier vieilli. « Ma petite Espérance, je ne t'ai pas encore rencontrée, mais je t'aime déjà plus que tout. Ton père ne sait pas encore pour toi. Je veux lui faire la surprise le jour de notre mariage. Il peut sembler trop concentré sur le travail parfois, mais je sais que quand il te rencontrera, quand il tiendra tes petites mains, tout changera. J'ai choisi ton nom parce que c'est ce que tu signifies pour moi. L'espoir. L'espoir que l'amour peut être plus grand que l'ambition, que la famille peut être plus précieuse que la fortune. » La voix de Marguerite se brisa. Gérard, les larmes aux yeux, prit le relais. « Si quelque chose ne va pas, si pour une raison quelconque nous ne pouvons pas être ensemble, je veux que tu saches que tu as été aimé. Pleinement, inconditionnellement aimé. Et peut-être qu'un jour, ton père retrouvera son chemin, pas vers moi, mais vers l'amour que tu représentes. » Camille sanglotait silencieusement. Marguerite tendit la main, tenant à la fois sa main et celle de Gérard. « Elle savait, » dit doucement Marguerite. D'une manière ou d'une autre, Hélène savait que ce moment viendrait, qu'un jour nous serions ici, à essayer de réparer ce qui a été brisé.
Gérard s'agenouilla devant le fauteuil roulant de Marguerite, leurs mains toujours jointes. « J'ai perdu tant de temps, » murmura-t-il. « Tant de moments. Mais nous sommes là maintenant, » répondit Marguerite, la voix épaisse d'émotion. « Et peut-être qu'il n'est pas trop tard pour certaines choses. » Camille regarda entre les deux, remarquant quelque chose qui grandissait depuis des mois, un sentiment délicat, prudent, naissant des cendres de vieilles blessures. « Je vais voir les semis, » dit-elle diplomatiquement, s'éloignant avec un petit sourire. Seuls, au milieu des tournesols, Gérard et Marguerite s'autorisèrent un moment de vulnérabilité complète. « Quand Hélène m'a quitté, » commença Gérard, « j'ai cru avoir perdu ma seule chance de bonheur. Puis j'ai perdu espérance, sans même savoir qu'elle existait. Et maintenant, encouragea doucement Marguerite, les yeux rivés sur les siens. Maintenant, je réalise que parfois, l'univers a des plans plus grands que nos peurs, termina-t-il, rencontrant son regard. Que parfois, nous devons tout perdre pour trouver quelque chose d'encore plus précieux. Marguerite toucha doucement son visage, sentant la texture rugueuse de sa barbe grise naissante. « Hélène serait fière, » murmura-t-elle, « de l'homme que vous êtes devenu. »« Marguerite, » dit Gérard, en prenant une profonde inspiration, « je sais que c'est soudain et peut-être trop compliqué, mais quelque chose grandit entre nous, quelque chose qui me fait peur et m'excite à la fois. Je le sens aussi, » admit-elle doucement. « Eh oui, c'est compliqué. Nous sommes deux vieilles âmes chargées de tant d'histoires. Mais peut-être, dit Gérard avec un sourire hésitant, que c'est exactement pour ça que ça pourrait marcher. Parce que maintenant, nous savons ce qui compte vraiment. » De l'autre côté du jardin, Camille observait tranquillement en dessinant dans son carnet. Un nouveau tournesol prenait forme, celui-ci avec 2 fleurs sur une seule tige, se penchant l'une vers l'autre pour partager la même lumière. Gérard se leva lentement, tendant ses mains vers Marguerite. « On essaie ?» demanda-t-il. Quelques pas. Marguerite n'hésita qu'un instant avant d'acquiescer. Avec une infinie précaution, il l'aida à se lever de son fauteuil roulant. Ses premiers pas furent chancelants, incertains, mais ensemble, ils trouvèrent leur équilibre. « Doucement, » murmura-t-il en la soutenant. « Il n'y a pas d'urgence. »« Pas d'urgence du tout, » acquiesça-t-elle en s'appuyant sur lui. « Nous avons tout le temps du monde maintenant. » Le soleil de fin d'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée, et les tournesols semblaient se pencher vers eux, comme pour donner leur bénédiction silencieuse à ce nouveau départ. Camille revint, les yeux humides de larmes de joie. « La famille, » dit-elle simplement en se joignant à leur étreinte. Et là, au milieu des fleurs qui se tournent toujours vers la lumière, même dans les jours les plus sombres, 3 cœurs brisés par le passé trouvèrent un moyen de se réunir, non pas malgré leurs fissures, mais à travers elles, plus forts et plus beaux, parce qu'ils avaient été réparés avec amour. Au cours de l'année écoulée, le potager de l'accueil était devenu un petit paradis. Des tournesols se balançaient dans la brise printanière, leurs visages dorés tournés vers le soleil comme des témoins silencieux de la transformation qui avait eu lieu. Des rangées de chaises blanches formaient une allée improvisée, chacune décorée de rubans et des dessins des enfants, de petites œuvres d'art capturant comment l'amour peut s'épanouir dans les endroits les plus improbables. À 81 ans, Gérard Dubois regardait les dernières touches près d'un petit autel improvisé. Il ajusta nerveusement son nœud papillon, pas une pièce de grand créateur de son ancienne vie, mais un choix modeste que Camille l'avait aidé à choisir dans une boutique locale. Son costume était également neuf, mais sans prétention, reflétant l'homme qu'il était devenu. « Comment vous sentez-vous » demanda Marie en s'approchant de lui. Autrefois simple gouvernante, elle était maintenant plus une amie. Elle avait pleuré en recevant le faire-part de mariage, disant qu'elle voyait enfin le vrai Gérard Dubois émerger après tant de décennies. Comme un adolescent à son premier rendez-vous, admit-il avec un sourire nerveux. Qui aurait cru qu'à 81 ans, j'aurais encore des papillons dans l'estomac. L'amour n'a pas d'âge, répondit sagement Marie en ajustant le petit tournesol à son revers. Parfois, il nous faut toute une vie pour y être prêt. Camille s'approcha,
radieuse dans une robe bleu ciel. L'année écoulée avait été transformatrice pour elle aussi. Maintenant étudiante prometteuse aux Beaux-Arts, son travail attirait déjà l'attention sur la scène artistique locale. « Il est presque l'heure », annonça-t-elle, les yeux brillants d'amusement et d'émotion. « Marguerite est aussi nerveuse que vous. » « Elle ne devrait pas, » plaisanta Gérard en essayant de cacher sa propre anxiété. « Après tout, elle épouse un homme bien plus jeune qu'elle. Je suis sûr d'avoir repéré quelques cheveux blancs à ses tempes l'autre jour. » Camille rit, un son qui était devenu courant dans leur nouvelle vie, remplissant des espaces auparavant vides de joie sincère. Le petit groupe d'invités commença à s'installer. Les enfants de l'accueil, tous vêtus de neuf grâce à la Fondation Hélène Dubois, couraient entre les chaises éparpillant des pétales de fleurs. Au premier rang, un siège particulier resta vide, à l'exception d'un vieil exemplaire du livre d'Hélène et d'une paire de chaussons de bébé jamais portés. Un hommage silencieux, mais profondément significatif. La musique commença, pas la marche nuptiale traditionnelle, mais La vie en rose, interprétée par un petit groupe de jazz local. C'était le choix de Marguerite, qui disait que leur histoire parlait plus de rédemption que de tradition. Et puis, elle apparut. Marguerite marcha sans aide, témoignage de mois de kinésithérapie intensive et de sa détermination inébranlable. Sa robe, d'un bleu profond qui semblait capturer toutes les nuances du ciel de printemps, flottait doucement à chaque pas. Dans ses mains, elle portait un bouquet de tournesols entrelacés de petites fleurs sauvages, cueillies dans le jardin. Camille la guida le long de l'allée improvisée, les deux femmes souriant à travers leurs larmes. Gérard sentit son cœur sauter un battement. Comment était-il possible qu'après 80 ans de vie, il ne vive que maintenant son moment le plus significatif ? Qui aurait cru, murmura Marguerite en l'atteignant, qu'après tout ce que nous avons traversé, nous serions ici. Hélène le savait, répondit-il doucement. Elle a toujours dit que l'amour trouve un chemin, même si cela prend des décennies. La cérémonie fut intime et profondément émouvante. Camille lut des passages choisis du dernier livre d'Hélène, des mots qui semblaient avoir été écrits spécifiquement pour ce jour. Les enfants de l'accueil interprétèrent une chanson qu'ils avaient répétée pendant des semaines, une version touchante de La Mère de Charles Trenet, qui laissa peu d'yeux secs. Quand vint le moment des vœux, ce ne furent pas de grandes promesses ou des déclarations élaborées, mais des vérités simples nées de cœur qui avaient appris la vraie valeur de l'amour. « Marguerite, » commença Gérard, la voix tremblante d'émotion, « j'ai passé 50 ans à construire un empire de verre et d'acier, croyant que cela me définissait en tant qu'homme. Mais vous et Camille m'avez appris qu'un véritable héritage se construit avec l'amour, le pardon et les secondes chances. Je promets de passer chaque jour qu'il me reste à être l'homme dont Espérance serait fière d'appeler père, l'homme qu'Hélène saurait enfin avoir compris ce qui compte vraiment, et l'homme que vous méritez à vos côtés. Je n'ai plus ma fortune, j'en ai donné la plus grande partie à la Fondation, mais j'ai tout l'amour que j'ai gardé toute une vie, attendant le bon moment, pour la bonne personne. » Marguerite essuya une larme avant de commencer ses propres vœux. « Gérard, quand Hélène nous a quittés, j'ai cru que notre histoire se terminait dans la douleur et le regret. Mais nous voici, écrivant un nouveau chapitre, non pas malgré nos étoiles, mais à cause d'elles. Chaque ride sur nos visages raconte une histoire de perte, mais aussi de survie. Je promets d'être votre compagne dans ce nouveau voyage, votre ancre quand le passé semble lourd, votre lumière quand la route semble sombre. Et je promets que nous aurons toujours de la pizza sous la main, parce que c'est ainsi que cette histoire de rédemption a commencé. » Camille apporta les alliances, pas des bijoux ostentatoires, mais de simples anneaux d'or gravés de 2 mots seulement. Pour Espérance. Le symbolisme n'échappa à personne. Après la cérémonie, la célébration se propagea dans le jardin de manière naturelle et spontanée. Des tables simples étaient dressées parmi les parterres de fleurs, couvertes de nappes blanches et de centres de table fabriqués par les enfants, de minuscules sculptures de papier et de fleurs qui capturaient parfaitement cette union improbable. Mais la véritable pièce maîtresse se trouvait sur une table spéciale, des dizaines de boîtes de pizza de chez Luigi,
l'endroit même où tout avait commencé 1 an auparavant. Ça ne pouvait pas être autrement, sourit Camille, en servant la première part au nouveau marié. C'est comme ça que tout a commencé, n'est-ce pas? Avec un milliardaire solitaire décidant de partager une pizza avec une artiste de rue. Gérard baissa les yeux sur la part dans son assiette, se souvenant de cette première rencontre sur le trottoir. Qui aurait cru qu'une pizza pouvait changer tant de vies? L'après-midi se passa dans une célébration détendue et authentique, si différente des fêtes somptueuses auxquelles Gérard assistait autrefois dans son ancienne vie. Les enfants jouaient parmi les parterres de fleurs, leur rire se mêlant à la douce musique. Camille flottait parmi les invités, carnet de croquis toujours à la main, capturant des moments qui deviendraient de précieux souvenirs. « J'ai un cadeau spécial pour vous », annonça-t-elle quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Elle conduisit Gérard et Marguerite vers un chevalet couvert d'un drap blanc. En le retirant, elle révéla une peinture qui les laissa sans voix. Un champ de tournesol sous un ciel étoilé, rappelant Van Gogh, mais en y regardant de plus près, chaque pétale contenait de minuscules scènes méticuleusement peintes de leur histoire. Le trottoir où ils se sont rencontrés pour la première fois, l'hôpital où ils se sont reconnectés, le jardin où ils ont guéri. Et au centre, presque imperceptible au début, la silhouette éthérée d'une petite fille dansant parmi les tournesols, sa robe blanche flottant dans la brise. « Espérance », murmura Marguerite en serrant la main de Gérard. « Elle est toujours avec nous », dit doucement Camille, « dans chaque moment d'amour, dans chaque acte de pardon, dans chaque nouvelle chance que la vie nous offre. Et maintenant, elle sera aussi dans notre nouvelle maison. » Gérard embrassa sa nouvelle famille, ressentant une paix qu'aucun compte en banque ne lui avait jamais donnée. La semaine suivante, ils emménageraient dans une nouvelle maison, pas une villa ostentatoire comme son ancienne, mais une maison chaleureuse à Meudon avec un grand jardin déjà rempli de tournesols nouvellement plantés. La Fondation Hélène Dubois était devenue un succès au-delà des espérances, offrant non seulement des bourses à de jeunes artistes, mais aussi un soutien à des familles en situation de vulnérabilité. L'ancien empire d'entreprise de Gérard était maintenant géré par un conseil professionnel, tandis qu'il se consacrait à ce qui comptait vraiment, sa famille et les projets sociaux de la Fondation. Plus tard, quand la plupart des invités furent partis et que le ciel fut rempli d'étoiles, ils s'assirent tous les trois sur un banc dans le jardin, partageant la dernière part de pizza. « Ça me rappelle quelque chose », dit Marguerite en levant les yeux vers le ciel nocturne. « Quoi donc ?» demandèrent à l'unisson Gérard et Camille. Cette phrase qu'Hélène écrivait toujours dans ses livres. « La vie est comme une pizza. Parfois, il faut goûter l'amer pour vraiment apprécier le sucré. Et à la fin, c'est meilleur quand c'est partagé avec amour. » Camille posa sa tête sur l'épaule de sa grand-mère, tandis que Gérard tenait la main de sa nouvelle femme. À l'horizon, les dernières lueurs du couchant peignaient le ciel d'or et de rose, comme si la nature elle-même célébrait ce moment de rédemption. « Aux secondes chances, dit Gérard, en levant son verre de limonade. « À la famille, ajouta Camille. « À Espérance, termina doucement Marguerite. Et là, dans le jardin qui avait été témoin de tant de transformations, 3 cœurs autrefois brisés célébraient leur guérison complète, unis non pas seulement par le sang ou par le mariage, mais par quelque chose de bien plus profond, la compréhension que parfois il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Le lendemain matin, ils commenceraient leur nouvelle routine, petit déjeuner ensemble tous les jours, Camille se précipitant à ses cours d'art, Marguerite coordonnant les programmes éducatifs pour la Fondation, et Gérard enseignant aux enfants de l'accueil comment s'occuper d'un jardin. Une vie simple, mais si pleine de sens. Et chaque mercredi, sans faute, ils commanderaient des pizzas de chez Luigi, non par nécessité, mais pour se souvenir que parfois, les plus grands miracles commencent par les gestes les plus simples. Les tournesols se balançaient doucement dans la brise nocturne, leurs visages toujours tournés vers l'endroit où le soleil s'était couché, comme s'ils savaient que même dans l'obscurité, la lumière reviendrait. Et avec elle, l'espoir de nouveaux commencements, la promesse d'un amour renouvelé et la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre.